Alors, nom et prénom, Activé Sandrine. Mon matricule, c'est ça. Je suis née le 25 octobre 68 à Saint-Rémy. C'est une petite ville de Saône-et-Loire, à côté de Chalon-sur-Saône. Et je suis au club depuis 1993. Quelle formation t'as suivi? Alors, ma formation, j'ai fait des études pour devenir prof de PS, donc j'ai le CAPEPS, voilà. Et puis en ce qui concerne le football, je suis passée par les différentes étapes, c'est-à-dire d'éducateur. À l'époque, il n'y avait pas l'initiateur 1, l'initiateur 2, l'animateur senior, c'était l'initiateur. Et puis le B1, et ensuite je passais le DF. Voilà. Et j'ai le BE2 complet avec l'équivalence du tronc commun des STAPS. D'où te vient cet amour du sport, et en l'occurrence du football? Alors ça, j'en sais rien. Je me rappelle que lorsque j'étais petite, je jouais au foot dans la rue, comme la plupart des enfants, avec mes copains. J'étais la seule fille à l'époque. J'ai eu une nourrice, enfin une nounou, je l'appelais une nounou, une nounou, qui était italienne, qui avait 2 enfants, enfin 4 enfants et dont 2 garçons, qui était très ami avec mon oncle et qui jouait comme tout Italien, quoi. Voilà. Je connaissais l'équipe d'Italie par cœur à l'époque, autant que l'équipe de France. Ouais. Donc peut-être que inconsciemment ça a joué, mais voilà, j'ai toujours aimé le foot. Je sais pas comment c'est venu. Quand j'étais dehors, j'ai joué au foot, je me rappelle. Mes premiers souvenirs de foot, c'est vers l'âge de 6-7 ans, avec mes copains, voilà, dans la rue. Est-ce que tu as eu une carrière de joueuse? Carrière de joueuse, j'ai eu une carrière. J'ai commencé à jouer au foot à 6-7 ans. Après, je suis allée dans un petit village. On a déménagé, donc on a été dans un petit village qui s'appelle Dracilfort. Et j'ai joué par contre là dans l'équipe de Dracilfort avec mes copains que je m'étais fait dans ce petit village. Et ensuite, je suis partie, comme je ne pouvais plus jouer avec les garçons à cause de l'âge, je suis partie à jouer à Chalon-Saint-Gobain, qui est devenu le FC Chalon, en DH. À l'époque, c'était la DH. Ensuite, je suis partie jouer à Mâcon, en National 1A, puisqu'il y avait deux, ça s'appelait National 1A et National 1B. Et j'ai joué, donc c'était les plus hautes divisions à l'époque, à National 1A. Et je suis partie jouer à Juvisy en 93, où j'ai obtenu, 3 titres de championne de France. J'ai eu 2 sélections d'équipe de France universitaire, c'était les premières sélections universitaires. Première équipe de France universitaire, j'en ai fait partie. Et puis c'était sympa, l'équipe de France universitaire, c'était un autre contexte, une expérience très enrichissante, parce que ces compétitions, ça en a tout pis. Bon, il faut rappeler qu'on a gagné 2 fois les Allemandes. C'est important de le dire. C'est vrai. On ne perd pas contre les Allemands. Quand tu étais plus jeune, c'était qui tes idoles? Ah, mes idoles. Alors, j'ai jamais trop idolâtré les gens parce que je n'aime pas qu'on idolâtre les. Enfin, je n'aime pas idolâtrer les gens. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de. Pour moi, ça reste des gens que j'aimais bien voir, jouer. Alors, il y avait les joueurs de Nantes, notamment qui s'appelait Eric Pécou, qui était un attaquant. J'aimais bien aussi tout ce qui était Maxime Bossis. Bon, j'étais très nantaise à l'époque, je regardais beaucoup ça. C'était les jeux qui dominaient de toute façon à l'époque. Voilà, exactement. Donc on voyait beaucoup moins de matchs que maintenant, pardon. On voyait beaucoup moins de matchs que maintenant. Donc on connaissait Nantes comme ça. Il y avait aussi, toujours pareil, José Touré. J'aimais bien aussi Safet Souzik au PSG, parce qu'il avait une technique, une très bonne technique. Et puis en équipe de France, j'aimais beaucoup Platini, parce que je trouvais qu'il avait tout compris. C'était pas le premier athlète, mais au niveau du jeu, il avait vu vite et avant les autres ce qui faisait la différence. Et puis il était surtout pas mal de joueur italien, bien sûr, puisque je n'avais pas perdu cette fibre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entraîner? Ah, ça, qu'est-ce qui m'a donné envie d'entraîner? J'aime bien
il faut le dire, j'aime bien diriger, gérer un groupe, et j'aime bien aussi voir un groupe évoluer, voir ce que toi tu essayes d'apporter en tant qu'entraîneur, et voir les choses qui se reproduisent sur le terrain. Et puis être aussi en contact avec d'autres personnes, c'est cette espèce de communauté là où on est ensemble et on partage la même passion. Et puis aussi diriger une équipe, un collectif. Alors quand je dis diriger, c'est pas une direction, voilà, c'est moi le coach, et puis c'est manager, on va dire plutôt ça, quoi. Un management de personnes, vivre aussi des bonnes choses. Quand on fait la Champions League, je peux vous assurer que c'est complètement différent du championnat. On va déjà dans des pays étrangers, on voit une autre culture, ça se voit sur le terrain, la culture des équipes se voit sur le terrain, on vit des émotions qu'on pourrait peut-être pas vivre ailleurs ou dans d'autres contextes. Donc il y a aussi tout ça qui fait que tu aimes être coach. Le définirais comment ton style? Alors, il faudrait demander aux joueuses. Faire son autocritique. Il faut faire aussi son autocritique et puis essayer de se connaître. Je suis assez directive. J'essaye autant que possible, parce que c'est pas dans mon caractère et il faut évoluer, ne pas être trop autoritaire, mais je crois que j'ai quand même évolué là-dessus. J'essaye aussi, si possible, de faire participer les joueuses dans certaines décisions, même si des fois je n'ai pas forcément toujours le retour. Il y a une personne qui décide et qui doit diriger cette équipe. Se dire qu'on ne peut pas rester, je ne peux pas rester à mon niveau comme ça. Il faut que j'évolue dans mon style de management et dans mes connaissances. De se dire, je veux que toutes mes joueuses m'aiment, m'apprécient, qui irait même jusqu'à pseudo-amour, si je puis dire, hein, mais m'apprécie et que tout le monde et que tous mes choix fassent le bonheur de tout le monde. C'est impossible. Par contre, il y ait du respect envers les joueurs, le coach, etc., oui, mais il y a des choix qui vont être faits et on ne fera pas plaisir à tout le monde. Et ça, il faut l'accepter, c'est ce qui est le plus dur. Un coach, c'est un peu un psychologue. Oui, un coach. Sans les diplômes. Oui, de toute façon, il y a obligatoirement un côté, le côté humain, tu ne peux pas l'occulter. Ouais. Donc effectivement, c'est un psychologue. Maintenant, il ne faut pas se substituer à un psychologue. On ne va pas tout régler les problèmes des joueuses, parce que je dirais qu'il y a des problèmes propres à chacune. Des problèmes qui relèvent peut-être pour certaines, hein, là je parle en général, hein, de la vraie psychologie, je dirais d'un psychologue. Ouais. Et puis après, la psychologie, effectivement, il y a des façons de dire, des façons de faire. Le football féminin, avant, c'était comment? Avant, c'était comment? Le football féminin, avant, c'était comment? Avant, le football féminin, on avait beaucoup de mal à se faire respecter, à être prise au sérieux. C'était des moqueries, des dénigrements, etc., etc. Souvent, une fille qui joue au foot, on leur prenait tous les mots, hein, un garçon manqué, etc., etc. C'était un peu ça. Et puis au niveau du jeu, la qualité était moindre, ce qui est normal, parce que les filles n'avaient pas les mêmes possibilités qu'avant. En fait, tu te débrouillais, tu étais une bonne joueuse quand tu avais joué un petit peu dans la rue avec tes copains, et puis et voilà quoi. Il n'y avait pas de structure comme maintenant. Et quels ont été les moments clés, selon toi, qui ont amorcé l'évolution de la discipline? Les moments clés, c'est déjà que les filles, puis les gens qui entouraient les filles, se sont battues en faisant fi de tout ce qui était dit. Et donc on a toujours, les filles, elles jouaient au foot,
etc. Donc elles ont tenu bon, malgré toutes les moqueries qu'on pouvait, et puis malgré toutes les difficultés qu'on avait à s'imposer, à avoir des terrains, à avoir des trucs. Je pense que ce qui a été bénéfique, c'est bon, déjà la structuration du championnat, DH, NA, structuration petit à petit du championnat qui a fait qu'on a eu des équipes de différents niveaux. C'est aussi le fait de mettre des entraîneurs diplômés, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'obligation. L'obligation du diplôme d'entraîneur est venue, ça fait 10 ans, ouais, entre 10 et 15 ans, où tu avais l'obligation d'avoir un BE1, après ça a été le DEF. Alors il y a la structuration des entraîneurs, puis ensuite il y a eu les pôles, du moins Clairefontaine. Donc là, la formation des joueuses tous les jours, avec des exercices encadrés par de très bons formateurs. On a aussi missionné une personne qui a été quand même Elisabeth Loisel sur tout ce programme-là. C'est elle qui a mis en place, qui est à l'origine de toutes ces choses-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça a permis au club de récupérer des joueuses mieux. Il ne faut pas oublier que ça dépend essentiellement que d'une volonté politique. Alors je parle de politique, c'est d'une volonté de club, une volonté d'un département, une volonté d'une politique sportive générale. C'est aussi la considération petit à petit de la fédé des féminines, qui mettent les féminines sur le même rang que l'équipe féminine masculine. L'équipe masculine, qui les mettent au niveau médiatique, etc. Et ça, c'est aussi important de montrer que la femme a autant de droits que les hommes, et a autant de droits, le droit d'être vue à la télé, d'être aidée, etc. Que Marinette a ouvert, certaines choses, la brèche, oui. Mais c'était, si on le compare entre ce qu'était Marinette, on commence à en parler déjà, alors c'était tout nouveau, tout neuf, on était déjà très contente, mais entre ce que vit Marinette ou Soubou Gaëtan, c'est complètement différent. Et puis encore, Marinette, on en parler parce qu'elle est extrêmement sur France 4. Mais c'était vraiment c'est un écart énorme. Mais c'est comme maintenant, hein, comme je disais tout à l'heure, on avait très peu beaucoup moins de matchs diffusés, donc on connaissait beaucoup moins les joueurs. Les joueurs, les joueurs. Voilà, mais on peut faire la comparaison un petit peu maintenant entre tous ceux qui sont connus et maintenant on en fait. Ils font la page des journaux. Avant, les footballeurs faisaient plutôt la page de l'équipe, la première page de l'équipe, pas la page de closer ou de Voici. machin, voici. Là, ils font la page de tout, avec Internet, avec Facebook, tout ça. Donc il y a aussi au niveau de la communication et des médias beaucoup plus de possibilités maintenant. Tu as peur de quoi? Ouais, j'ai peur de rien du tout. La seule crainte que j'ai, c'est que l'argent à certains moments tue les choses. Il tue tout, il tue les valeurs. Il peut même tuer au sens propre. Il peut tuer l'éthique. Il peut tuer l'honnêteté, tout. On peut faire tout avec l'argent, le bien comme le mal. Et je trouve que verser ou mettre des sommes colossales dans le sport et dans le football, ne me semble pas forcément une bonne chose, parce que cet argent fait tourner la tête. Première chose, si on me dit on donne plus d'argent à Juvisy, oui, mais il faut se rendre compte des sommes
des sommes qui sont données, on paye des gens, mais avec des sommes énormes qui sont indécentes. Et tout le monde le dit que c'est indécent, à part certains, bien sûr, qui vont dire oui, mais ils font travailler ça, ils font... Oui, etc. Mais est-ce qu'un homme ou une femme mérite un salaire que peut avoir certains joueurs de foot? Je pose la question. Mais après, il y a aussi le fait que tu as des millions, voire des milliards de personnes qui suivent le foot, qui suivent cette personne à travers ses matchs, à travers toutes les manifestations sportives, que ce soit championnat, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Donc, le fait que les joueurs de foot soient beaucoup payés, ça découle aussi du fait qu'il y a énormément de monde qui suit le football. Oui, donc quelque part, il récolte ce que les propres personnes qui critiquent le système et les autres sèment. Mais je veux dire, le problème ne vient pas que des joueurs. Okay, le problème vient de ceux qui critiquent d'ailleurs et qui se disent des fois en disant ouais, il y a beaucoup d'argent. Là, en premier lieu, quand on voit certains médias dire ouais, il y a beaucoup d'argent, mais alors dès qu'ils parlent d'un joueur, la star, il a marqué 2 buts, ça devient une star, je ne sais pas pourquoi. Ils sont complices de ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais idolâtrer, non, ce sont des êtres humains qui, après, il faut arrêter. Enfin, moi, ce qui m'importe avant tout, c'est l'être humain. Il faut arrêter avec toutes ces conneries-là, cet argent qui est dépensé à outrance, on ne respecte rien, on ne respecte pas les gens. Alors je ne dis pas, qu'on ne dise pas, oui, mais alors elle est contre l'argent. Non, je le redis, l'argent, il y en a besoin pour faire des choses. Maintenant, est-ce que l'on ne peut pas réfléchir un petit peu sur ce que l'on veut faire de notre football et après, par extension, de notre société? Alors, quel avenir? Je pense qu'il évolue. Là, on est dans un virage important. C'est un moment qu'on dit qu'on prend un virage, mais là, de plus en plus, il est important que ce virage se prenne bien, en se posant les bonnes questions, en préparant les clubs à mieux se structurer, etc. etc. Il ne faut pas mettre 10 ans ou 20 ans pour pouvoir avancer. Je pense que le football féminin va se développer encore. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Vous avez des écuries beaucoup plus structurées. Donc ça, il faut voir comment on peut faire évoluer ce football pour qu'il y ait une homogénéisation des équipes. Pour justement, quand il y a homogénéisation des équipes, il y a plus de compétitivité. C'est-à-dire que tous les matchs sont obligés d'être à fond. Et ça, c'est quelque chose d'important au niveau médiatique pour pouvoir toujours intéresser les médias. Et ensuite, ça peut être que du bonus aussi pour l'équipe de France, parce que les filles vont être habituées, même si elles sont habituées, mais toutes les joueuses françaises vont être habituées à être au top, ou du moins essayer d'être au top à tous les matchs. L'important, c'est comme tout, pour qu'une maison tienne, on ne commence pas par le toit. C'est les fondations, et les fondations, c'est les petites. Si on n'a pas une grande masse, on aura des difficultés. Donc il est important que les petites filles viennent au foot, qu'on aille les chercher, parce qu'il faut les chercher, il faut faire changer ces mentalités, les mentalités du papa, les mentalités de la maman aussi, il ne faut pas l'oublier, que le football peut être pratiqué par les filles, qu'il n'y a aucun danger, parce que j'ai encore des questions. Il y a des parents qui te demandent oui, mais si elle reçoit un coup, elle reçoit un coup. Elle va recevoir un coup, mais comme elle n'est pas en carton, elle prend un gros bleu. Voilà. Mais j'ai encore ces questions-là où la petite fille, ça reste encore une princesse, une petite princesse. Donc toutes ces mentalités, ces clichés, il faut les faire évoluer. Et il est important. Et là, vraiment, c'est le gros travail de tous les clubs. Et là, je dis bien de tous les clubs, pas simplement des clubs de masse. Là, c'est tous les clubs de masse, les clubs d'élite, d'aller chercher les petites joueuses pour en faire une masse. Et plus on aura de la masse, plus ce sera beaucoup plus facile.
et on aura du poids surtout. Du poids. Mon rêve, c'est de... J'en ai plusieurs. Le rêve, mon premier rêve, ça serait, en tant que coach, de gagner soit un titre, soit une coupe, de me former encore, donc d'accéder, je dirais, à ce qu'on appelle le niveau supérieur. Le niveau supérieur du BE2, c'est le 2PF, ni plus ni moins. Et mon rêve dans je dirais, au niveau sportif, pas forcément au niveau foot, c'est que on puisse permettre à tous les jeunes Français et Françaises de pouvoir pallier leurs études et leur sport de haut niveau sans qu'il y ait beaucoup moins de difficultés à pallier ces deux choses. Parce que c'est pas forcément évident en France de pouvoir être sportif de haut niveau et de continuer des études. C'est pas aussi évident que ça, même si la Fédé ou des fédés ou le ministère fait des efforts. Je pense qu'il y a encore une autre politique à mener, encore plus ambitieuse. Bon, ça c'est moi. Et pour en venir au DEPF, un des rêves les plus fous, j'en ai discuté il n'y a pas si aujourd'hui c'est que une femme entraîne un jour un club pro. Ça. Ce serait la consécration. C'est-à-dire, oui, la consécration, mais ça serait aussi une reconnaissance. Et là, je pense que le monde du football, on aura beaucoup évolué, notamment chez les hommes. Ça veut dire que on ne fera plus la distinction entre un homme et une femme au niveau des compétences. Parce que là, il y a encore beaucoup de distinctions, tout n'est pas gagné. Et voilà. Et on fera confiance à une femme pour pouvoir manager un groupe d'hommes. Mais c'est pas gagné, parce qu'on voit très bien que dans les entreprises, chefs d'entreprise, dans les cadres, etc., on voit très bien que quand même les femmes ne sont pas forcément la majorité. La majorité, loin de là. Alors vous imaginez bien que si un jour il y a une femme qui manage et qui est entraîneur d'une équipe masculine, Ligue 1, je pense que la société française, au niveau des mentalités, aura beaucoup évolué. Ça, c'est un de mes rêves. Alors, on m'a dit, mais tu seras déjà morte. Même à 90 ans, si on m'autorise, je le ferai avec ma canne, si un jour j'avais la possibilité de le faire. Mais voilà, ça, c'était quelque chose. Je pense que là, on aura vraiment évolué dans nos mentalités. On verra. L'avenir nous le dira. Très bien. Eh bien, merci. Merci, Patrick. À bientôt. À bientôt, au bord d'un terrain ou ailleurs.